Qu'est-ce qui a mené à la chute de Bachar al-Assad? Il y a plusieurs facteurs qui ont mené à la chute du dictateur syrien. Les plus importants, c'est l'effet de surprise. Donc l'effet de surprise qu'a entrepris HTS. HTS, donc en arabe, c'est Hayat Tahrir al-Sham. Donc comité ou organisation pour la libération du Cham. Donc Cham, Levant, mais c'est pas le Levant. C'est Cham pour les Syriens, c'est Damas et sa région. Donc ça n'inclut pas le Levant, historiquement parlant, qui inclut Chypre, Israël, la Jordanie, une partie de la Turquie, une partie de l'Irak. Donc en menant une offensive depuis le réduit d'Idlib, donc dernier bastion rebelle islamiste en Syrie, vers la ville d'Alep. Ce qui a mené HTS à mener cette offensive, c'était l'opportunité. Donc l'opportunité et la surprise. L'opportunité, c'était le jour même de la signature d'un cessez-le-feu entre le Liban et le Hezbollah. Donc le Hezbollah, le parti chiite libanais, soutien indéfectible d'Assad. Pourquoi c'est important? Parce que le Hezbollah était très fatigué et c'était le Hezbollah et les gardiens de la révolution iranienne qui gardaient les fronts d'alerte. Donc le jour de la signature d'un cessez-le-feu entre le Liban et Israël, HTS a lancé son offensive. Donc succès militaire parce qu'ils ont réussi à casser les fronts. Au bout de 48 heures, ils étaient à Alep ville, donc deuxième ville du pays, capitale économique. Et une fois arrivés à Alep ville, ils étaient attendus. Ça veut dire en amont, ils avaient préparé certains soutiens d'Assad à retourner leur veste et à rejoindre les rebelles. Donc il y a eu un effet militaire important de surprise, affaiblissement du Hezbollah, capacité militaire d'HTS, mais aussi le facteur politique en poussant certains soutiens d'Assad à Alep ville à retourner leur veste. Une fois Alep prise par les rebelles, à ce moment-là, ils se sont dirigés vers d'autres villes. Donc Hama, puis Homs, puis Damas. En ce moment-là, là où on parle, ils sont seuls. Il n'y a pas eu de soutien international, disons, à HTS. Donc ils ont profité du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, mais aussi d'un laisser-faire turc. Parce que jusqu'au 11 novembre 2024, le président turc essayait de se rapprocher du président syrien pour régler son problème de réfugiés syriens en Turquie. Cette missive du président turc a été mal reçue ou refusée par le président syrien, donc Erdogan s'est dit pourquoi pas HTS qui fasse une petite opération, comme ça j'aurai de meilleures cartes en main pour négocier avec Assad. Il ne s'attendait pas, donc le président turc, qu'Alep tombe et encore moins que Damas tombe. Donc facteur politique, facteur militaire et aussi le facteur humain. C'est très important de rappeler que ceux qui ont participé à l'offensive, ceux qui ont percé les fronts à Alep, à Homs et à Hama, donc des vraies opérations militaires, ce sont les enfants de ces régions qui étaient déplacés et réfugiés dans le réduit d'Idlib. Eux-mêmes faisaient une grande pression sur Ahmad al-Shara, donc l'actuel président syrien. Ils manifestaient tous les jours pour que les fronts soient ouverts et qu'ils puissent rentrer chez eux. Ils ont réinvesti leur village, réinvesti leur localité, réinvesti leur quartier qui étaient abandonnés depuis leur départ. Donc c'était des zones qui étaient très mal défendues parce que vidées de leur population. J'ai eu l'occasion de visiter ces fronts et ce qu'on voit est assez intéressant, ce que j'ai décrit moi comme des villes désossées. Il n'y avait rien. Tout était détruit, il n'y avait même pas de toit, même pas de prise électrique, même pas de fenêtre, même pas de porte. Donc les gens ont pu revenir chez eux parce qu'ils se battaient pour récupérer leur propre terre. Et dernier facteur important, à la prise d'Alep, donc l'actuel président syrien a rassuré la communauté internationale et les communautés syriennes. C'est-à-dire dès le début, il a dit déposez les armes à l'armée et vous ne serez pas inquiétés. Il n'y a pas eu d'attaques qui ont ciblé les minorités, nommément. Même pas la minorité alaouite qui était un soutien, donc en tout cas considéré comme un soutien du président syrien. Donc le fait que les militaires de l'armée syrienne ont compris qu'ils ne se battaient pas pour leur survie ou celle de leur communauté, ça a facilité qu'ils déposent les armes. Et ça a aussi facilité la tâche aux rebelles qui conduisaient donc cette attaque. Quels sont les plus grands défis auxquels font face ou feront face les nouvelles autorités syriennes? Le plus grand défi,
pour eux, c'est la reconstruction. Ayant traversé moi-même la Syrie en long et en large, moins d'une semaine après la chute d'Assad, je peux vous dire, c'est un désert de gravats. Donc à 3 minutes chrono en voiture du centre-ville de Damas, c'est un désert de gravats. Donc c'est des villes qui ont été complètement rasées, désossées, détruites, il n'y a rien. Malgré cela, il y a certains déplacés des camps d'Idlib, on parle de camps avec des centaines de milliers de personnes, ont commencé à rentrer chez eux. Mais c'est juste une volonté, disons, personnelle. Ça veut dire rentrer chez eux, c'est revenir sur son petit lopin de terre, sur le lieu où il y avait sa maison, et planter une tente. Donc, symboliquement, c'est bien, ou c'est compréhensible, mais après, s'il n'y a pas l'infrastructure qui va avec, donc l'hôpital, l'école, l'administration, les gens ne pourront pas pérenniser ce retour. Donc, le grand défi aujourd'hui des autorités syriennes, c'est de reconstruire à temps pour que les gens ne passent pas encore un hiver dans les camps. Parce que quand on dit camps, c'est des camps, ça veut dire c'est des constructions avec sans toit, avec des moyens très rudimentaires, etc. Les gens ont envie de rentrer, mais les autorités syriennes ont besoin de moyens. Donc la levée des sanctions aide. La levée partielle des sanctions initiées par la France, donc avec l'Union européenne, aide. La levée des sanctions américaines aide. Pourquoi? Parce que les gens pourront investir ou réinvestir chez eux pour construire. Et d'ailleurs, un des plus grands contrats signés concernant l'énergie, donc avec un consortium dans lequel il y a les Américains, on parle de plus de 7 milliards de dollars d'investissement, et ça concerne l'électricité. Donc tout est à refaire en Syrie, et le plus grand défi, c'est la reconstruction. Deuxièmement, c'est la justice transitoire. C'est très important parce que, à titre comparatif, la France a eu beaucoup de mal à mettre en place une justice transitoire et à régler les problèmes au moment de la libération en 1944. C'était un vrai défi pour la France en tant que nation. Et la France sortait de 4 ans d'occupation nazie et de collaboration, avec tout ce que ça a, toutes les implications de cela. La Syrie aujourd'hui sort de 54 ans de dictature d'Assad, père et fils, et de 14 ans de guerre civile. Donc le défi est immense. Le défi est immense. Ils ont fait un comité pour la justice transitoire. Ils ont nommé des personnalités pour la réconciliation, donc de différentes communautés, y compris celles qui supposaient être le soutien indéfectible d'Assad, donc les Alaouites, même si on peut parler en détail des Alaouites, mais c'est peut-être pas l'occasion. Donc ils sont impliqués dans ce registre-là, parce que le souci premier des autorités aujourd'hui, c'est d'empêcher les vendettas. Donc la dette de sang, entre guillemets, intercommunautaire, qui revient à 54 ans de dictature et de 14 ans de guerre civile. Donc l'idée, c'est de faire une justice rapidement pour éviter les vendettas. Juste à titre d'exemple, le 25 mai, c'était l'anniversaire du massacre de Houla qui avait eu lieu en 2012. Donc plus d'une centaine de personnes tuées, plus de la moitié femmes et enfants en bas âge, donc par les milices d'Assad. Donc les nouvelles autorités, quelques jours avant cet anniversaire, cette date anniversaire, a arrêté une dizaine de personnes qui étaient impliquées. En les arrêtant, ils les ont sauvés de la vengeance populaire. Mais maintenant, il faut les juger. Parce que les gens, c'est ce qu'ils attendent en fait. Ils attendent que les responsables des méfaits d'Assad soient jugés. Et d'un autre côté, d'autres communautés, comme par exemple la communauté alaouite, attendent que le massacre qu'elle a subi 4 mois après la chute d'Assad, que les responsables de ce massacre soient aussi jugés. Par ailleurs, la France était à l'initiative de mettre sur liste de sanctions 2 chefs de milices syriens qui étaient impliqués dans les massacres de la côte qui ont eu lieu il y a quelques mois. Donc c'est tout un travail très important. Donc la reconstruction, la justice, parce que ces 2 volets-là permettront aux investissements de venir, et avant de parler d'investissements étrangers, d'investissements syriens. Parce que la communauté syrienne, la diaspora syrienne est une diaspora riche, éduquée, et qui pèse dans plusieurs pays. Par exemple, c'est le lobby syrien aux États-Unis qui a fait que les sanctions ont été levées aussi, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Et si les investisseurs syriens reviennent investir dans leur propre pays, la Syrie pourrait se relever toute seule. Aider la Syrie à se relever, ce n'est pas de la charité, c'est une opportunité pour les Syriens et pour les pays de la région qui vont connaître une nouvelle Syrie qu'on n'a pas connue depuis plus d'un demi-siècle.